à toutes, bonjour à tous. Il est l'heure pour vous d'aller faire un petit tour sur la foire gastronomique. C'est le dernier week-end. Nous sommes aujourd'hui le samedi 12 novembre, plus qu'aujourd'hui et demain pour en profiter. Ce 12 novembre est placé sous le signe des produits régionaux, moutarde, escargot, jambon persillé, mais aussi pain d'épices, cassis. On n'oublie pas des plats incontournables comme par exemple le poulet Gaston Gérard, l'incontournable bœuf bourguignon. On va en parler pendant cette émission. Nous parlerons bien sûr également de vin aujourd'hui, puisque je vous le rappelle, le vin est l'invité d'honneur de cette 92e foire internationale et gastronomique de Dijon. Et nous aurons pour en parler aujourd'hui un représentant du BIVB. Et nous parlerons en particulier du vin et des jeunes générations. Comment se reconnaissent-ils dans le vin aujourd'hui? On parlera bien sûr de cuisine et j'aurai le plaisir d'accueillir deux chefs aujourd'hui, Chantal Guidala et Clément Vidal. Nous parlerons avec eux donc de cuisine et de produits régionaux. Mais pour l'heure, je retrouve mon invité du jour. À mes côtés aujourd'hui, monsieur Jean-François Mitanchet, grand maître de la confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine. Bonjour monsieur Mitanchet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de parler plus globalement des produits régionaux, est-ce que vous pouvez rappeler pour ceux qui ne la connaîtraient pas le rôle de la confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine? Eh bien, son rôle, il est très clair, très simple. C'est faire la promotion des produits de charcuterie de qualité. D'accord. Ces produits de charcuterie de qualité, on les trouve chez les bons artisans. Et notre but, c'est de les faire connaître au public et puis de se faire rencontrer tous ces artisans. Alors, bien sûr, de la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi du secteur parisien, lyonnais, Midi, Lyon. Le Nord, je veux dire, Flandre-Artois. Et donc, nous avons des baillages qui sont dans chaque région. Et alors, les produits... J'allais vous demander quels sont les produits régionaux particulièrement. Alors, nous, les produits, c'est au travers les concours. Donc, ici en Bourgogne, on a le concours, la Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons le jambon persillé. Nous avons la recette artisanale une année sur deux. Et puis aussi le jambon cuit à l'os fumé, on est plus là dans la Franche-Comté, une année sur deux, en intercalant avec les rillettes comtoises, qui sont des rillettes légèrement fumées. Sur Paris, c'est plutôt le jambon de Paris, le jambon blanc, mais également un magnifique concours, c'est celui des pâtés en croûte fabriqués par les moins de 30 ans. Vous allez me donner faim avec tout ça, monsieur Mitanchet. J'espère bien. Alors justement, les produits régionaux, vous avez parlé d'un incontournable de Bourgogne-Franche-Comté, le jambon persillé par exemple. On a aujourd'hui sur la foire gastronomique une journée qui est dédiée à ces produits régionaux, tels que le jambon persillé, mais on l'a dit, il y en a beaucoup d'autres. Bien sûr. Pourquoi c'est important d'avoir des événements tels que celui-là, des journées dédiées à ces produits? Parce que... quand on parle de ces produits-là, d'une journée dédiée à la foire, c'est un tremplin de communication inouï. La foire draine beaucoup de monde, comme on le sait, et donc quand on a ces journées-là, eh bien, c'est un vecteur de communication qui est très fort, et là... qui va mettre en valeur ces produits. Dites donc, oui, c'est ça, un chapeau à la foire, parce que justement, au travers tout ça, à travers les visiteurs de la foire, on communique très facilement. Les gens sont là. Alors, qu'est-ce qui va faire, par exemple, du jambon persillé, un produit régional d'envergure? Vous savez qui le fait? C'est le consommateur. C'est lui qui décide. Alors, les artisans font leurs produits. Alors, je vais dire que le jambon persillé, il a une trame, les artisans font quelque chose d'assez régulier, d'assez ressemblant, mais chaque artisan a son petit truc. Oui. Il y en a un qui met un peu plus de vin blanc, un peu plus d'ail, un peu plus... Et c'est ce qui fait la richesse de l'artisanat. Je vais vous devancer. Ah, devancez-moi, j'aime beaucoup. Vous allez me dire... Qu'est-ce que c'est un bon jambon persillé? Alors, j'y ai pensé, effectivement. Qu'est-ce qui fait un bon jambon persillé, monsieur Mitanchet? Et toc. Alors, moi, je vais vous dire, le meilleur jambon persillé, c'est celui que vous allez aller chercher chez
tel artisan, vous allez traverser Dijon, vous allez aller à Beaune, à Chailly, Parce à que Chalon. c'est celui-là que je veux manger. Voilà, et c'est celui-là que vous allez aller chercher quand vous voulez faire le plaisir de vos invités. Vous avez des invités qui viennent de je ne sais où. Attends, je vais vous faire goûter le jambon. Là, vous allez vous déplacer. Vous n'allez pas forcément aller chez l'artisan le plus proche parce que il y en a un autre qui vous plaît un peu mieux. Voyez-vous, c'est celui-là le meilleur. Qu'en pensez-vous? Et c'est ça du coup. Elle est pas mal. Elle est pas mal votre définition. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, des plats comme le jambon persillé, mais d'autres spécialités, par exemple, je pense au pain d'épices, on a beaucoup de spécialités régionales. Bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut encore innover autour de ces plats emblématiques? Alors, innover, c'est peut-être un peu fort ce que vous dites, mais plutôt s'adapter. Il y a 40 ans, le jambon persillé, c'était un produit assez salé, voilà. Il y avait beaucoup de caractère. Bon. Maintenant, les médecins, les gens qui naviguent autour de la santé, l'AFSA notamment, nous ont demandé à tous les artisans de baisser les teneurs en sel. Alors, on a baissé, pour vous dire un chiffre, quand on salait une terrine, un pâté, on salait à 22 grammes au kilo, et puis maintenant on sale à 16-18, mais c'est souvent 16 grammes. Donc on a baissé. Le goût des consommateurs a lui aussi évolué. Maintenant, le trop salé, alors qu'avant, il fallait que ça soit... Voilà. Est-ce que maintenant... Alors maintenant, on est plus dans les subtilités. Maintenant, on va mettre un vin blanc un petit peu plus sec. On va mettre un vinaigre de vin, mais on va pas mettre le vinaigre. On va mettre un bon vinaigre de vin, vous voyez, pour arriver à Donc on va aller chercher vraiment le produit. Une finesse du produit. Oui. Une finesse du produit. Il est toujours caractérisé, mais il est dans la finesse. Et c'est comme ça qu'il va réussir du coup à traverser le temps et à vivre avec les évolutions de la société et des goûts. Il s'adapte. Nous ne roulons plus en dauphine. Donc un bon produit régional est un bon produit qui sait s'adapter avec son temps. Oui. Est-ce que, qu'est-ce qui fait selon vous, ou est-ce que, plutôt je vais reformuler ma question, je veux dire, est-ce que les Bourguignons sont attachés à leurs plats régionaux? Écoutez, oui, ça c'est sûr. Oui, alors qu'est-ce qui explique cet attachement? Ce qui explique, je vais vous dire, pourquoi, moi dans l'entreprise que j'ai l'honneur de gérer pendant un certain nombre d'années, un jour, avec la vendeuse et les bouchers, on a fait un peu de point. On s'est aperçu un jour que plus de 80%, c'était 82 ou 83% des clients qui passaient au magasin repartaient avec une tranche de jambon persillé. Donc un produit régional à chaque fois. Je dis souvent que le persillé s'achète à sa bonne bouille. Vous venez, je vais vous dire encore la même chose, vous venez pour acheter 2 côtes de porc dans une charcuterie, vous voyez la tête du persillé, vous repartez avec une tranche. Voilà, et c'est ça. Et les Bourguignons sont complètement attachés, mais pas qu'au persillé. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il y a d'autres produits. Ils sont attachés à leur bœuf bourguignon, à leur pain d'épices, à leur moutarde, leurs escargots. Bien sûr, les escargots. Le pain d'épices, oui, et puis la moutarde, vous savez, depuis que maintenant, on a des petites entreprises qui sont remises, et puis qui ont bien grandi, je parle à Fallot, qui sont remis à... maintenant, ça devient... nous avons des amis en Bretagne, par exemple, quand ils sont venus nous voir la dernière fois, qu'est-ce que vous voulez voir? On va aller voir Fallot. On va aller voir Fallot, pourquoi? Parce que, voilà, il y avait quelque chose. Alors donc, ça c'est même les extérieurs à Bourgogne, mais les Bourguignons, alors vous parliez sur du cassis, bien sûr que oui, les gens du cassis, il y en a qui c'est la bagarre dans les esprits entre le boudier, le védrenne, le cartron. Et voilà, moi je préfère celui-ci. Mais donc, là encore, c'est une question, le meilleur, c'est celui qui nous parle en fait. Eh bien c'est celui-là, c'est celui qu'on a en bouche, quoi, celui on a l'habitude de goûter, quoi. Eh bien, écoutez, merci à vous. On sent la passion, Monsieur Mittanchef, pour la passion de ces produits régionaux. Pour voir comment ces produits régionaux traversent le temps, je vous propose de discuter avec 2 chefs qui vont nous apporter leurs astuces pour faire justement que ces produits régionaux restent des délices à déguster. On va aller faire un tour en cuisine.
Le jambon persillé n'est pas le seul incontournable des produits régionaux que l'on a bien sûr en Bourgogne-Franche-Comté. Notre gastronomie est particulièrement riche et heureusement, nous avons des chefs qui viennent la magnifier encore. Parmi eux, Chantal Guidala, qui est chef cuisinière et à qui l'on doit la création d'une nouvelle adresse, Cook & Croûte. On va en parler dans un instant. Et également Clément Vidal, qui est depuis le mois de mai chef du Bouillon Notre-Dame à Dijon et qui lui a lui aussi plus d'un tour dans sa casserole. Donc on va discuter avec vous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné à chacun le goût de la cuisine? Madame Guidala peut-être, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la cuisine? Moi c'était ma mère, donc elle prenait des cours de cuisine en français, parce que comme je viens du Congo, donc elle apprenait à cuisiner français pour moi. Okay. Et du coup j'ai gardé ses recettes quand elle est partie et ça m'a donné le goût de cuisiner. Et pour vous, Clément, qu'est-ce qui vous a donné Moi pareil, écoutez, ça va être ma grand-mère et ma mère, toujours des plats traditionnels, bien beaucoup de sauce, beaucoup de saveurs. Et c'est ça qui m'a fait aimer la cuisine française et que moi je retransmets actuellement. Alors Chantal, vous, votre parcours vous a conduit aussi bien dans de la restauration collective que dans des brasseries, si je ne me trompe pas. Vous êtes vous avez été pendant un temps chef du golfe de Quetigny. Qu'est-ce que cette diversité dans le parcours vous a apprise? Ça m'a appris beaucoup de choses justement, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir créer un produit, parce que j'ai fait effectivement pas mal de brasseries. Le Cook & Croûte, voilà. On va en parler dans un instant, mystère. J'ai fait pas mal de brasseries, pas mal de gastronomie aussi un petit peu, et de la collectivité. Et ce mélange de gastronomie, que ce soit gastronomie, collectivité, m'a permis aujourd'hui de pouvoir créer un produit qui me tient à cœur et qui partage cette passion. Alors Clément, quel est votre parcours? Parce que vous êtes aujourd'hui chef au Bouillon Notre-Dame qui a ouvert je crois le 19 mai de mémoire, c'est ce que vous m'avez dit. Avant vous étiez chez Monsieur Moutarde. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en un mot votre parcours? Alors moi en amont du coup j'étais parti sur des études scientifiques à la base, rien à voir. Et après du coup un BTS et une fac qui ne m'a absolument pas plu. Donc j'ai été pris on va dire pas en voie de garage mais pour m'occuper, j'ai fait travailler chez McDonald's. J'ai fait 4 ans là-bas comme manager. Après, une offre s'est ouverte à moi pour bosser à Monsieur Moutarde, justement. Donc j'ai accepté, j'ai fait mes preuves. Et la révélation de la cuisine? La révélation, on va dire, j'étais un peu autodidacte de base. Je regardais beaucoup de vidéos sur Internet, sur tout ce qui va être YouTube. J'ai beaucoup appris avec ça. Et au final, à Monsieur Moutarde, j'ai été aidé par 2 personnes, Aurélien Foissotte et Madame Ping, qui m'ont beaucoup apporté. Et par la suite, avec ma façon de travailler, mes normes, etc., mon patron était fier de moi, il m'a dit pour le prochain resto, on te confie le Bouillon de Notre-Dame. Là, j'ai créé ma brigade où maintenant on est 10. On est 10 et on est ouvert en 7 sur 7 et on marche midi et soir, super bien. Ok. Alors, je reviens vers vous, Chantal, parce que le Cook & Croûte, après on reparlera un peu plus du Bouillon Notre-Dame. Le Cook & Croûte, quel est le concept? C'est quoi, du coup, un Cook & Croûte? Alors, le Cook & Croûte, ça vient donc de cook cuisine, et croûte, ça vient de casser la croûte. Donc, en fait, j'ai créé un pain spécifique avec plein de mélanges de farine et des légumineuses, déjà pour avoir un côté nutritionnel et sain. Et à l'intérieur, j'ai intégré des plats en sauce cuisinée, parce que moi, je suis passionnée par les plats en sauce, par les plats goûteux, donc que ce soit la gastronomie et les plats du monde. Et il fallait absolument que je trouve un produit qui contient ces plats en sauce, ces plats du monde. Et je me suis dit, la base de l'alimentation, c'est quoi? C'est le pain. Donc après, j'ai travaillé à partir de ce pain pour vraiment trouver quelque chose de nutritif et qui puisse s'adapter à tout le monde. Et à l'intérieur, j'ai intégré donc des plats en sauce traditionnels comme le poulet Gaston Gérard ou le bœuf bourguignon. Donc on va avoir une espèce de tartine, une pâte, c'est ça, sur laquelle je vais retrouver un bœuf bourguignon. Qui est cuit dedans, fermé. Ah, c'est fermé. C'est fermé. Donc c'est une pâte fermée dans laquelle je vais déguster un plat mijoté, bœuf bourguignon ou le fameux poulet à la Gaston Gérard parmi les nombreux plats locaux. Et comment vous avez eu envie de donner du coup cette dimension régionale à ces plats, à ce pain, à ce croûte? À ce croûte, tout à fait. Déjà, ça va faire 12 ans que je suis sur Dijon, donc la Bourgogne me passionne parce qu'au niveau de la gastronomie, je trouve qu'on est vraiment très très riche et qu'il fallait le mettre en valeur. Et autour de ça, il fallait aussi mettre en valeur les plats du monde, les plats en sauce du monde, faire découvrir la diversité tout en restant dans la gastronomie, dans le pratique et dans le abordable. Clément, est-ce que la cuisine bourguignonne est également à l'honneur au Bouillon Notre-Dame? Est-ce que c'est une cuisine que vous avez voulu mettre également dans derrière vos fourneaux? Alors cuisine bourguignonne, mais aussi
françaises. On va avoir le classique, la blanquette de veau, la saucisse purée, du coup le bœuf bourguignon. Ensuite, un petit poulet Gaston Gérard? Pas encore. Pas encore, mais peut-être bientôt, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On est sur la choucroute, hachis parmentier, ça va venir petit à petit. Même au niveau des entrées, on reste sur du classique, les œufs mayonnaise, les poireaux vinaigrettes, salade hareng pomme à l'huile. On reste sur la cuisine traditionnelle, à bas prix, pour que ça puisse toucher le maximum de personnes, les jeunes, les étudiants, les personnes âgées, et que ce soit fait rapidement aussi. Entre midi et 2, les gens, on sait qu'ils sont vachement speed. On fait tout pour que ce soit bon, simple et rapide. Alors, quelle est la touche Clément Vidal? On a compris que la touche Chantal Vidal, c'était le croûte. Quelle va être la touche Clément Vidal dans la cuisine? Moi, c'est surtout au niveau des sauces. Les sauces soient parfaitement assaisonnées, qu'il y ait une bonne réduction, que la sauce ait pas mal de corps et qu'on ait de la sauce associée en fin de plat aussi. Alors, la sauce avec vous deux, j'ai bien compris, elle est à l'honneur. Il faut de la sauce. On a compris qu'avec vous deux, c'est une histoire de sauce. Alors, la cuisine bourguignonne a-t-elle forcément une histoire de sauce? Bien sûr. Bonne cuisine, un bon cuisinier est un bon saucier de base. Vous partagez, Clément? Que ce soit les œufs en meurette ou les œufs en époisse, on a de la sauce. Beaucoup de sauces. Des têtes de veau, la sauce gribiche, on a de quoi faire en France, faire des très bons plats, très bien saucés. Alors cet après-midi, vous serez à l'honneur sur la scène des chefs et vous mettrez dans cette journée des produits régionaux la Bourgogne-Franche-Comté à l'honneur. Alors qu'est-ce que vous avez prévu tous les deux? Donnez-nous envie. Chantal, qu'est-ce que vous allez nous faire cet après-midi? Eh ben, je vais faire un poulet Gaston Gérard, la vraie recette du poulet Gaston Gérard. Donc là, c'est pas une erreur, hein, parce qu'on sait que la base de la recette, ça a été une erreur. Donc il me semble que c'était la reine Geneviève qui s'était trompée. Oui, l'histoire de cette recette particulière. La vraie recette. Par contre, revisité, donc du coup dans le croûte. Donc les gens goûteront la vraie recette, l'authenticité, plus le côté revisité d'aujourd'hui où je l'ai intégré dans le croûte. Dans le croûte. Et de votre côté, Clément, qu'est-ce que vous nous préparez sur la scène des chefs? Moi, ce sera du coup un bœuf bourguignon. Parfait, le poulet Gaston Gérard et le bœuf bourguignon. Façon fondant avec une purée, petits croûtons, accompagnement lardons, champignons, oignons grelots. Et voilà. J'ai hâte d'y être. Je ne peux vous dire que ça. J'ai hâte d'y être. Je pense que je serai parmi les gourmands qui seront là pour venir goûter. Avec plaisir. Merci à vous deux. Merci en tout cas, bonne beaucoup. Continuation, que ce soit au bouillon Notre-Dame ou au Cook & Croûte. Et puis, écoutez, amusez-vous bien, parce que je sais que c'est toujours aussi un plaisir de cuisiner. Donc, et régaler bien sûr le public, mais amusez-vous. On se retrouve tout à l'heure. Dans un instant, nous, on va parler de vin, parce que c'est aussi un incontournable de notre région. Pour cette 92e édition de la Foire internationale et gastronomique de Dijon, le vin est l'invité d'honneur et depuis 2 jours et jusqu'à demain, jusqu'au dernier jour de cette foire, se tient le salon Vini Divio qui met à l'honneur une sélection des participants au concours qui était dédié au chardonnay et au pinot noir. Je vous propose donc d'aller faire un petit tour sur ce salon avant d'accueillir mon invité pour parler du vin et des jeunes. A tout de suite. Donc, bienvenue au salon Vini Divio à Dijon, qui a lieu du jeudi 10 au dimanche 13 novembre au Palais des Congrès dans le Dijon. On est 8 exposants, dont 3 champagnes et le reste ce sont des vins de Bourgogne. Écoutez, oui, on est assez satisfait du salon, il y a pas mal de monde, une belle fréquentation et surtout des clients intéressés. On est venu au salon Vini Divio parce qu'on a participé au concours Chardonnay et Pinot Noir. Et donc on a eu cette proposition et c'était pour nous l'occasion de venir sur la foire de Dijon. Ça se passe bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il y a du passage. Ça permet de nous faire connaître. Et nous avons été sélectionnés en tant que producteurs pour certains vignerons indépendants comme nous. Donc ça permet d'avoir une vitrine sur la région pour les clients qui viennent un peu de partout. Ben là, ça commence à bien venir, mais je pense que les gens hésitent un petit peu à venir parce qu'on est un peu excentré. Mais l'avantage, c'est que c'est convivial, c'est silencieux, ce qui permet de bien discuter avec les gens qui veulent déguster nos vins. Un Pouilly-Fuissé 2017, sur les vignes du dessus, à Vergisson, et un Pouilly-Fuissé sur la Roche de Vergisson. Celui des vignes du dessus était encore meilleur, il est plus frais, il est meilleur. Il est plus fruité, plus de parfum. On découvre des nouvelles choses, c'est intéressant quoi. Merci à Amandine Ibled et David Meunier qui opèrent, que ce soit aux manettes ou derrière les caméras.
Le vin, si à partir d'un certain âge, il trône en bonne place sur la table, bien sûr, la jeune génération ne semble pas avoir le même rapport avec ce divin nectar. Pour explorer cette question, j'ai le plaisir de vous accueillir, Monsieur Manuel Bouchet. Alors, vous êtes directeur Europe de winebuying.com, mais vous êtes également membre du BIVB en tant que président de la commission marché et développement. Et comme si ce n'était pas assez, vous êtes également le président du conseil d'administration de l'Institut universitaire de la vigne et du vin Guyot. C'est bien ça? Jules Guyot. Jules Guyot, pardon. L'Université de Bourgogne. À l'Université de Bourgogne. Merci à vous d'être là. Merci de me recevoir. Alors, le BIVB a lancé il y a quelque temps une étude justement sur le comportement des jeunes. Oui, le rapport des jeunes au vin. Fait, oui. Alors, pourquoi cette enquête du BIVB déjà? Simplement parce que sur la commission marché et développement, qui est historiquement une commission qui s'attache à observer les marchés, à fournir de la data aux opérateurs de la filière vin en Bourgogne, depuis quelques années, on a essayé de lui donner un peu de hauteur pour lui apporter plus de capacité de prospective et de stratégie. Et dans cette démarche-là, on a souvent des groupes de travail. On a beaucoup de professionnels qui participent aux commissions et je les en remercie d'ailleurs, c'est très important. Et on a eu beaucoup de discussions de groupes de travail sur l'évolution des tendances qu'on pouvait observer sur les marchés, les remontées d'informations. Et depuis quelques temps, on avait pas mal de commentaires sur justement des nouveaux comportements sur des marchés structurants de la Bourgogne, comme notamment le marché français bien entendu, le marché domestique, mais surtout le marché anglo-saxon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et on s'est interrogé, donc là on était dans la phase, alors on aime bien les rythmes ternaires à la commission, on était dans une phase d'éveil et on s'est dit il faut quand même qu'on passe une vitesse supplémentaire pour aller sur la phase information. Donc on a décidé de lancer cette étude puisqu'on a vu aujourd'hui que les comportements de consommation ils évoluent, la société évolue, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment, la transition environnementale, le RSE, et on s'est attaché aux jeunes générations puisque c'est la génération de demain et que dans notre mission justement on essaye d'apporter un peu de lecture sur ce qui peut se passer demain et après-demain pour qu'on ait le temps de s'adapter, qu'on ait le temps de réagir et d'interagir. Alors cette étude, on a lancé un appel d'offres, on l'a fait avec des cabinets spécialisés, on a retenu le cabinet Kantar qui est à Paris, qui est un cabinet international, et on s'est attaché aux 3 marchés dont je viens de vous parler, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. En termes de tranche d'âge, ce sont les millennials? Oui, c'est une tranche d'âge. Alors millennials, c'est un peu galvaudé. 42, oui. C'est ça, à peu près 25, 45. 25, 45, voilà, on les appelle les millennials. Tout à fait, voilà, c'est un peu galvaudé, mais en tout cas, c'est une tranche d'âge qui nous intéresse parce que c'est une tranche d'âge qui rentre dans la vie active ou qui est déjà dans la vie active et qui bien entendu est dans notre cible consommateur et qui interagit avec nos professionnels. Donc on a lancé cette étude, alors c'est une étude qui a été très fournie, on a remonté énormément d'informations. On sait aujourd'hui qu'on va utiliser cette matière pendant encore pas mal de temps puisqu'on va continuer à extraire de la data et de l'analyse et des conclusions par rapport à ça, mais on va aussi essayer de venir vérifier ce qu'on a constaté puisqu'on est quand même dans un environnement extrêmement mouvant, extrêmement changeant, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des grands virages à 90 dans les mois et les années qui viennent pour des raisons réglementaires, pour des raisons de mode, pour des raisons aujourd'hui on voit que la géopolitique internationale vient bousculer pas mal de grands équilibres au niveau des sociétés, au niveau de notre filière et d'autres filières. Donc ça c'est une étude qui est extrêmement importante pour nous, c'est un investissement important pour le BIVB et pour la filière, donc on va essayer de l'exploiter au maximum. Alors aujourd'hui... Mais justement, parce que cette étude, vous nous en parlez, mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est mais quel est le rapport des jeunes au vin, justement? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Oui, alors, on va, pour synthétiser les choses, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a toujours beaucoup de difficultés à expliquer ce qu'est la Bourgogne, parce que la Bourgogne, c'est un patchwork extrêmement dense, c'est culturellement extrêmement dense, donc on se rend compte qu'il y a des problèmes de compréhension. Alors, certains acteurs vous diront ça a toujours existé, c'est vrai, donc on constate que ça existe toujours. Donc, on a énormément investi, énormément communiqué, énormément reçu de clients du monde entier, de France, on est allé vers les clients, mais pour autant on a toujours ce problème de compréhension, de lecture des choses par rapport à ces audiences-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue nos efforts d'éducation, d'interaction, de communication. Vous l'aurez remarqué, les jeunes aujourd'hui ne sont pas sur les mêmes médias, ils ne sont pas sur les mêmes contenus éditorialisés, donc on va être obligé d'adapter nos prises de parole, on va être obligé d'adapter les contenus qu'on va leur transférer, et les messages qu'on veut leur faire passer pour les amener justement à mieux comprendre toute la complexité de la Bourgogne au niveau de ses vins, au niveau de ses terroirs, au niveau de sa culture vineuse. Et les jeunes aiment le vin? Alors les jeunes aiment le vin, ils y sont très attentifs.
Simplement, ils sont tout à fait influencés par un environnement qui est extrêmement dense et qui est extrêmement interactif. On va voir aujourd'hui les jeunes qui aiment le vin, mais qui vont être sollicités aussi par, tout le monde a entendu parler des bières craft. On voit que la filière cidre aussi est en train de réaliser sa craftisation, si je peux employer ce terme. Donc ça, c'est des éléments à regarder, puisqu'aujourd'hui, on a une nouvelle concurrence qui vient interagir avec nous, qui vient perturber nos relations avec nos clients existants, nos clients futurs. Par contre, ce qu'on a vu, ce qui nous a surpris, ce qui n'a pas été évident au départ dans l'analyse des données, de la data qu'on a remontée, il y a des choses qui sont structurellement en train de se passer, auxquelles il faut, à mon avis, être extrêmement attentif, parce qu'il va falloir s'adapter par rapport à ça et pouvoir être capable de déployer les éléments et les outils nécessaires. On voit aujourd'hui que les jeunes sont plutôt en rejet des normes et des institutions. Par exemple, les labels ne sont pas quelque chose auquel ils sont extrêmement sensibles. Okay. Ça nous a un peu surpris, mais ça, c'est quelque chose qu'on a constaté dans les interviews. Pourtant, ils sont attachés à une certaine qualité du produit. Voilà, on imagine qu'ils sont plus en train de passer de l'économie de moyens, le label bio est un label de moyens, à une économie du résultat et de la performance. Par exemple, aux États-Unis, on voit depuis quelques années émerger un mouvement hygiéniste, et sur les vins, ça s'exprime beaucoup par une demande sur les vins sans pesticides. Donc on voit que le législateur, dès 2018... C'est vraiment cette recherche de la qualité du produit, mais pas forcément qu'il ait le label. C'est une chose, exactement, mais le résultat et la performance sont importants. On a constaté 3 autres éléments qui nous ont pas mal perturbés au départ. C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une rupture dans le transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est la capacité des parents à expliquer, à transmettre, à expliquer, à donner le goût du vin, à donner le goût de la culture du vin, à expliquer l'association mets-vin, toutes ces choses-là. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une rupture transgénérationnelle parce que les jeunes la refusent. Alors ça, c'est quoi? C'est simplement ce que vous avez certainement constaté, vous avez certainement entendu parler, c'est la mise en responsabilité de la génération d'avant sur la situation actuelle, qu'elle soit sociétale ou environnementale. Alors ça nous amène à un deuxième constat qui est très important, c'est cette mise en responsabilité active une relation transgénérationnelle mais ascendante. On voit aujourd'hui des jeunes qui influencent les modes de consommation des parents. Et ça, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas aligné avec ces grands mouvements-là, vous pouvez tout simplement vous ostraciser par rapport aux attentes des millennials, mais certainement aux attentes des parents des millennials, dont je suis, qui sont eux-mêmes influencés par leurs enfants, les générations à venir. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut y être attentif. Et un des derniers sujets aussi qui nous a beaucoup frappé, c'est que cette génération-là, elle a des velléités de s'adapter, de changer sa consommation, mais pas complètement, pas radicalement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle délègue la responsabilité de la transition environnementale et sociétale aux entreprises et aux marques. Elles n'ont pas nécessairement confiance dans la régulation. On voit déjà au niveau politique la difficulté qu'on a à faire voter les jeunes et à les faire s'engager au niveau démocratique, ce que je trouve dommage. Mais on le retrouve dans ces mouvements-là au niveau consommateur. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui délèguent cette responsabilité. Alors, ça peut paraître comme un problème. Moi, je trouve que c'est au contraire une formidable occasion d'accélérer tous les mouvements qui sont de changement, transition environnementale, la capacité à neutraliser le carbone, compenser le carbone, aider justement les consommateurs à mieux consommer plus responsable. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que la Bourgogne a déjà engagé beaucoup de travaux dans ce sens-là. Le BIVB a fait un gros effort, un gros mouvement l'année dernière par rapport au plan 2035 sur la transition environnementale. Et je vois en ça une formidable opportunité, alors que la Bourgogne est vue comme étant une des régions justement en avance sur ces sujets-là et qui est prise comme exemple au niveau national et international. Donc j'y vois une formidable opportunité. C'est l'occasion de séduire justement les viticulteurs locaux peuvent s'appuyer. Mais c'est une forme de... Je vous le redis, on s'éveille dans le cadre de la commission. Maintenant avec l'étude, on s'informe, et on va passer à la troisième phase qui est la formation et l'action. Et ça, effectivement, ça peut aider les viticulteurs, les maisons de vin, les marques de vin, les micro-négoces, parce qu'aujourd'hui, c'est un patchwork encore plus complexe qu'avant. On voit beaucoup d'hypersegmentation. Les négociants sont viticulteurs, les viticulteurs sont négociants. Il n'y a plus autant de cloisonnement
qu'on pouvait constater dans le passé. Et tout ça, justement, permet de fédérer autour de ces grands mouvements, de ces grands changements. Alors, si je résume, pour que nos viticulteurs, nos producteurs bourguignons arrivent à séduire ces jeunes, il faut changer les outils de communication. Oui, c'est-à-dire les supports, les contenus. Les supports, les contenus, voilà. Voire autrement. Il faut s'engager pour son terroir, pour sa terre, pour une production raisonnée. Tout à fait. Voilà. Et il faut se saisir de cette délégation environnementale puisqu'elle est demandée par Donc il faut agir, vraiment. Il faut agir. Il faut être acteur, vraiment. Il faut être acteur, oui. Et c'est comme ça qu'on pourra, en tout cas peut-être, attirer les jeunes vers du vin de Bourgogne. Alors, les attirer, ils sont présents puisqu'ils sont attentifs à la Bourgogne. La marque Bourgogne est très forte. Elle l'est toujours, même chez les jeunes ? Ah oui, parce que c'est quelque chose, on l'a vu au travers des interviews, la marque Bourgogne est très très forte. On a vu d'ailleurs la Bourgogne réaliser des performances tout à fait inattendues pendant la crise Covid. Ça, c'est la preuve de la puissance de la marque Bourgogne. Et il ne faut pas voir, alors la marque, souvent, c'est toujours pareil, il y a beaucoup de discussions autour de ça, mais c'est important la marque parce que c'est l'ADN, c'est l'identité, c'est la reconnaissance, c'est l'accompagnement. La renommée. C'est la renommée. C'est la capacité de s'identifier, c'est la capacité d'identifier. Et ça, c'est très très important. Donc oui, il faut continuer les efforts dans ce sens-là, mais il faut s'engager, il faut passer d'une économie de moyens plus à une économie de résultats en phase avec toutes ces nouvelles contraintes et les attentes de ces néo-consommateurs. Mais ils le sont déjà, consommateurs. Ce qu'il faut, c'est qu'ils le restent et qu'on continue à interagir avec eux et qu'on se nourrisse aussi, nous, interprofessionnellement, de leurs attentes, parce que leurs attentes sont louables et nécessaires. Oui. Et nécessaire aussi effectivement pour poursuivre cette commercialisation et pour que le vin s'inscrive justement dans le temps et dans les futures générations. Tout à fait. Les grands enjeux environnementaux vont impliquer de formidables élans d'investissement. Les investissements, c'est de la finance aime la stabilité. Faire du vin, c'est bien, le vendre, c'est mieux. Eh bien, écoutez, merci à vous, Monsieur Boucher. Merci, on en sait un petit peu plus sur le vin et les jeunes. On a bien compris, oui, ils aiment, mais pas n'importe quel vin. Il faut il y a vraiment tout un écosystème autour du vin qu'ils attendent. Eh bien, écoutez, ça va être la fin de cette émission. On n'est pas encore à la fin de la foire. Rassurez-vous, il vous reste encore aujourd'hui et demain pour en profiter. Aujourd'hui, je vous le répète, journée dédiée aux produits régionaux. Peut-être aurez-vous d'ailleurs le plaisir de croiser une invitée de marque qui est attendue pour cette journée particulière, c'est Miss Bourgogne. On vous attend sur la foire, peut-être que vous la croiserez. Moi, je vais aller voir si je la vois de mon côté. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Après, si vous ne venez pas aujourd'hui ou demain, il faudra attendre 1 an. C'est long, donc n'hésitez pas, la foire, c'est aujourd'hui et demain. Et moi, je vous dis à demain pour une dernière émission.